Jure est un pauvre type, un loser fini qui n'a jamais dépassé l'âge mental de 5 ans. Malgré son adolescence, il adore faire semblant, s'imaginer qu'un pouvoir démoniaque réside dans son bras droit, peut-être maudit par un dieu antique tout droit sorti d'un animé. Malheureusement pour lui, en tant qu'abruti délirant qui se croit super cool mais ne l'est absolument pas, il ne fait jamais rien d'autre que de se faire traiter de weeb et de loser. Mais avant que vous ne vous identifiez trop à lui, laissez-moi crever vos bulles et vous montrer qu'il mène quand même une vie bien meilleure que la vôtre. Malgré sa phase de weeb gênant qui dure toute la journée, il a réussi, on ne sait comment, à charmer 4 filles pour qu'elles rejoignent le club de littérature dont il est le seul membre masculin. Franchement, quelle chance. Son harem comprend ses camarades de classe et amis d'enfance, Tomoyo et Hatoko, la nièce de leur conseillère de club, Shifuyu, ainsi que son aînée et présidente du club, Sayumi. C'est un miracle qu'il arrive à traîner sa carcasse dans un club rempli uniquement de filles, mais laissons ça comme l'une des merveilles du monde, hein. Un jour, ils sont assis autour d'une table et discutent de son incapacité à sortir de sa phase de weeb. Mais pendant l'une de ces mises en scène, la main de Jure se met à briller de 1000 feux et c'est ce jour-là que toute leur vie change, une bonne fois pour toutes. Bientôt, tous les autres membres du club ont également acquis une sorte de super pouvoir. 6 mois plus tard, c'est devenu la norme pour eux de montrer leur capacité chaque jour en taquinant Jirai dès qu'il essaie de faire son weeb, le bon vieux traitement de torture, mais la blague est pour eux car il adore ça. Un jour après les cours, Tomoyo, la camarade de classe et amie d'enfance de Jirai, entre dans le club et le trouve assis par terre, tenant sa main comme le weeb délirant qu'il est. Il fait comme si un pouvoir secret résidait en lui, mais Tomoyo passe simplement devant lui, s'assied sur une chaise et lui rappelle que le seul pouvoir qui réside en lui est celui de son P qui essaie de sortir depuis qu'il a mangé ses tacos à midi. Gênée, Jure se lève et lui dit de jouer le jeu au moins, mais elle lui répond qu'elle n'est pas la seule à le trouver agaçant. Jure lui dit que les autres jouent généralement le jeu avec lui et elle le met au défi de le prouver. Là-dessus, il attend sa deuxième femme, sa camarade de club, Hatoko, qui entre dans la pièce. Plus tard, ils s'assoient autour de la table et discutent de son incapacité à sortir de cette phase. Jirai prend la parole pour se défendre, arguant qu'il n'y a aucune raison de croire qu'un jour, il ne pourrait pas obtenir des capacités surnaturelles, car la naissance de l'univers et de cette planète est en soi un miracle. Là-dessus, il tend sa main et fait semblant d'avoir des pouvoirs à nouveau, mais à la surprise générale, sa main se met à briller. C'est ce jour-là que toutes leurs vies ont changé une bonne fois pour toutes. 6 mois plus tard, c'est devenu la norme pour les membres du club de venir faire un bilan mensuel de leurs super pouvoirs. Là-dessus, Jirai motive tout le monde pour leur inspection mensuelle de super pouvoirs. Il téléporte la moitié de la salle de classe vers les montagnes désolées où Goku et Vegeta se sont affrontés et commencent à exhiber leurs pouvoirs. En premier, c'est un combat entre Shifuyu et Hatoko. Jirai explique le pouvoir de Shifuyu comme création du monde, ce qui signifie qu'elle est une déesse capable de créer n'importe quoi, de la matière au portail, dimension, et même la vie. D'un autre côté, Hatoko possède l'aptitude appelée maîtrise des éléments, ce qui fait d'elle le dernier avatar contrôlant les 5 éléments, feu, eau, vent, terre et foudre. De plus, elle peut combiner n'importe quel nombre d'entre eux pour former des éléments hybrides. Leur match d'entraînement commence avec Shifuyu qui crée et lance un tas de lances ignifuges sur Hatoko, et celle-ci réagit en les bloquant toutes avec une tornade de vent. Après ça, elle passe à l'offensive en faisant jaillir du magma du sol, mais Shifuyu le bloque en créant de la roche-mère par-dessus. Ça commence à ressembler à un combat de Dragon Ball Z un peu trop exagéré. Les choses s'envenimant, Tomoyo utilise sa capacité horloge fermée pour arrêter le temps, puis les traîne de force sur leur chaise et met fin au match. Son pouvoir lui permet d'arrêter, de ralentir et d'accélérer le temps, mais pas de voyager dans le passé. Après cela, Sayumi utilise sa capacité, retour à l'origine, pour restaurer les combattants à leur état initial. Après cela, Jirai décide de montrer son pouvoir, mais soudain, la présidente du conseil des élèves, Mireille, entre et déclare qu'elle est là pour une inspection car ils ont reçu de nombreux rapports concernant le bruit qu'ils font. Jirai repense à toutes les fois où il a crié en faisant semblant et décide de résoudre le problème en le faisant une fois de plus. Il s'approche et commence à agir comme un détective stylé tout droit sorti d'un animé, disant à Mireille qu'il a découvert sa véritable identité et qu'il sait qu'elle est là pour de la surveillance plutôt qu'une simple inspection. Il continue d'essayer de s'en sortir avec ses bobards, mais Tomoyo le fait enfin taire en lui donnant un coup de poing au visage. Sayumi s'excuse pour leur membre weeb sans cervelle. Mais à leur surprise, Mireille commence à lui demander comment il connaissait sa véritable identité et comment il savait qu'elle les observait depuis qu'elle avait éveillé ses super pouvoirs. Il s'avère que son numéro de baratin a en fait fait mouche cette fois-ci, et on se demande tous s'il n'est pas le frère perdu de Shadow de The Eminence in Shadow. Il l'interroge sur ses capacités et ce qu'elle sait d'eux, et Mireille répond qu'elle leur dira s'ils la battent au combat. Tomoyo demande si elle devrait utiliser son pouvoir d'arrêt du temps pour la battre, mais Jirai s'avance et dit qu'il relèvera ce défi et montrera aussi ses pouvoirs. Après cela, il annonce que son pouvoir est frapper à la porte de l'enfer et commence à déboutonner son blazer.
Il demande à Mireille si elle sait pourquoi il porte un blazer à l'école tous les jours. Elle répond que c'est parce que c'est l'hiver et que ça fait partie du règlement, mais il rétorque qu'en réalité, son blazer est incrusté de divers sceaux magiques qui retiennent ses pouvoirs et qu'il pèse plus lourd que le traumatisme émotionnel de l'enfer. Il jette ensuite le blazer sur Atoko et se prépare à libérer sa capacité, sombre et obscure. Il commence à produire des flammes sombres, et une boule de flammes violettes et noires se met à brûler dans sa paume. On dirait qu'il a vraiment quelque chose d'OP comme l'Amaterasu de Naruto, mais Mireille libère alors sa technique et montre qu'elle est en fait la vraie ninja copieuse. Son pouvoir lui permet de voler n'importe quelle technique qu'elle voit s'activer devant elle. Là-dessus, elle scelle immédiatement sombre et obscure et réalise qu'en réalité, ce n'est qu'une boule de flamme noire qui n'est même pas chaude. Ça ne produit pas non plus une bonne lumière, donc en gros, c'est juste de la camelote. En apprenant que sa capacité surnaturelle se fait battre à plat de couture par une simple paire de moufles, il s'effondre au sol, le cœur et l'âme brisées. Mireille a de la peine pour lui et lui rend la camelote, puis dit aux autres de la combattre sérieusement. Elle déclare qu'ils peuvent la combattre tous en même temps s'ils le souhaitent, et Tomoyo décide d'accepter cette offre. Elle s'approche d'elle et dit qu'ils n'ont qu'à ne pas utiliser leur capacité, et que ce sera alors un simple une fois qu'elle a compris sa place, et il la laisse à la tabasser comme elle leur des raconte brutes. qu'elle Elle a éveillé ses pouvoirs il y a un mois et qu'au début cela lui semblait inutile. Mais un jour, elle a reçu un message d'une personne inconnue qui lui a dit qu'il y avait des gens comme elle au club de littérature, et c'est là qu'elle a commencé à les observer et a découvert d'autres pouvoirs. Là-dessus, ils s'assoient tous et se demandent qui était cette personne mystérieuse et ce qu'ils comptaient leur faire avec leur super pouvoir. Quelques jours plus tard, Jirai demande à tout le monde dans le club de trouver leur nom de super-héros secret. Ils montrent tous leur côté weeb, Atoko se nommant Atoko rouge, et ses noms de réserve étant Atoko bleu, Atoko verte, et ainsi de suite. Au final, on est tous d'accord pour l'appeler Atoko la Noule. Ensuite, Chifuyu propose le nom Fraise, suivi d'une série de noms expliquant comment son père est parti acheter des cigarettes et n'est jamais revenu. Mais pour couronner le tout, sa mère est allée voler son voisin, Andrew Tate, à elle-même, et maintenant personne ne sait quoi faire de tout ça. Après cela, Jirai se tourne vers Sayumi, et ses idées s'avèrent être un jeu de mots sur Shirayuki Hime, la princesse des neiges, ce qui reçoit un pouce levé. Cependant, Jirai ne manque pas de marcher sur une mine en qualifiant ses choix de mignons, et elle quitte la pièce immédiatement. Enfin, Tomoyo révèle son nom, Paradoxe Infini, et a appelé moi un weeb, mais celui-là est en fait plutôt sympa. Jirai pense la même chose et la déclare gagnante de cette compétition, lui décernant le titre de maître. Pendant que nous regardons tous son célibat et nous demandons comment il a réussi à charmer 4 filles, Mireille entre dans la salle du club et leur dit qu'ils sont bruyants comme jamais. Sayumi revient et lui demande ce qui amène la présidente du conseil des élèves ici, et elle répond qu'elle est là pour répondre à la lettre d'amour de Jirai qu'il a laissée dans son casier à chaussures. Elle dit qu'elle accepte, sort la lettre et commence à la lire. Tout le monde, y compris l'intéressé, commence à se demander de quoi il s'agit. Il essaie de se souvenir pourquoi cela se produit et se rappelle que son médecin lui a dit qu'il souffrait d'un cas grave de Riz, puis il reprend ses esprits. Tomoyo lui demande de quoi il s'agit en le secouant comme une folle. Mireille commence à lire la lettre et il s'avère que c'est un message complexe adressé à elle et à son pouvoir, où Jirai essaie de lui dire qu'il a trouvé le nom voleur reconnaissant pour sa capacité. À cause des subtilités de la langue japonaise, le mot voleur peut aussi se lire comme amoureux, et elle l'a mal interprété pensant que c'était clairement une lettre d'amour de sa part, lui confessant ses sentiments. Tomoyo commence à argumenter et essaie de faire changer d'avis Mireille, mais celle-ci la fait taire en la traitant de planche à pain et en lui infligeant des dégâts émotionnels, comme ses parents asiatiques l'auraient sans fait. Tomoyo le prend personnellement parce que c'est vrai et utilise son pouvoir pour arrêter le temps, mais Mireille le lui vole et lui dit qu'elle a fait une grosse erreur. Mais alors Jirai la supplie de le lui rendre, et Mireille le fait comme un signe du début de leur relation. Le lendemain matin, Mireille l'attend devant sa classe pour l'accompagner à la salle du club et agit comme une petite amie mignonne et attentionnée. Ils échangent leurs coordonnées et elle change même son adresse email en marejuré-foreverlové@terateofsuperhotmail.com. Après cela, elle l'emmène à la salle du club et lui dit de profiter de son temps mais de ne jamais la tromper, sinon elle le transformera en nuggets de poulet au beurre. Là-dessus, Jirai entre dans la pièce et trouve tout le monde qui essaie de l'ignorer. Il s'avère que son Riz est toujours activé et que les autres filles n'apprécient pas qu'il est une petite amie comme ça. Elles te lui disent notamment toutes d'aller se perdre dans les méandres de l'Afrique, mais Jirai comprend et dit qu'il résoudra ce malentendu tout seul. Plus tard ce jour-là, il appelle Mireille et lui avoue la vérité sur la lettre, s'excusant de l'avoir blessée. Elle lui dit de ne pas s'en vouloir car c'est sa faute si elle s'est trompée puis s'enfuit en pleurant, ce qui nous fait tous le détester d'être un tel idiot. Tomoyo sort et essaie de le réconforter, lui disant qu'il n'est pas entièrement en tort et que c'est bien qu'il ait rompu avant que les choses ne s'enveniment. Plus tard cette nuit-là, Mireille lui envoie un email et lui demande si elle serait heureuse de rester son amie. Le lendemain matin, Jirai est appelée par Satomi Sensei qui est leur professeur d'anglais et aussi la conseillère de leur club. Elle l'interroge sur certaines traductions qu'il a faites à son examen, mais le laisse ensuite tranquille, vu à quel point il est un weeb invétéré.
Juste à ce moment-là, Saigami, l'ami de collège de Jirai, et maintenant son rival, entre. Il s'avère qu'il est tout aussi weeb que Jirai, mais il est bien plus dragueur et adore aussi ses jeux. Il demande à la professeure sa Nintendo DS qu'elle lui a confisquée pendant le cours et l'appelle sa maîtresse. Après cela, il se dispute avec Jirai à propos d'animes et de doubleuses, et la professeure les jette tous les deux dehors et leur dit de rentrer chez eux. Il s'assoit sur l'escalier et Jirai l'interroge sur sa petite amie qu'il a récemment commencé à fréquenter, et Sagami répond qu'elle l'a déjà larguée comme les précédentes. Il s'avère que Sagami fait beaucoup de propositions et a fréquenté de nombreuses meilleures filles, mais toutes le quittent après un mois à cause de son attitude de weeb invétéré. Juste à ce moment-là, Sayumi descend l'escalier et se dirige vers la salle du club avec Jirai. C'est l'heure des activités récréatives de leur club et ils décident donc de jouer au tennis surnaturel. Chifuyu crée un cours et de l'équipement de jeu pour eux et ils commencent à jouer en 1 contre 1, Jirai contre Tomoyo et Atoko au service contre Sayumi. Après quelques services et coups surnaturels, Jirai réussit à gagner contre Tomoyo, mais ensuite il joue contre Atoko et se fait presque rôtir la tête par l'un de ses coups de tennis enflammés. Plus tard, ils sont tous assis ensemble dans la salle du club et Jirai dit qu'en marchant entre la vie et la mort, il a réussi à trouver un autre nom super cool et sort son carnet pour l'y écrire. Le livre s'appelle La Bible sanglante, mais à cause d'une blague de Sayumi, Jirai finit par écrire Bloody Viver dessus, qui est le nom de la papeterie et de la marque de mode où il a acheté le livre. Ils le taquinent tous et rient de son erreur, le faisant se sentir pleinement intégré à leur vie sociale. Une fois libérés de leurs activités de club, ils décident directement d'aller faire un karaoké ensemble. En chemin, Jirai pense à un nom un peu gênant et décide de l'écrire, mais il remarque que son carnet a disparu. Il commence à paniquer et leur dit à tous d'y aller sans lui, qu'il va retourner chercher le carnet. Après cela, il se précipite à l'école et dans la salle du club, et là il trouve un jeune homme aux cheveux blancs debout, au milieu, lisant son carnet. Pendant ce temps, au bord de la rivière, les filles continuent de marcher et parlent de la façon dont Jirai est si libre d'esprit, tandis que Tomoyo pense que le mot qu'elle cherche est plutôt sans esprit. À propos des surnoms, Atoko leur raconte une fois, au collège, quand les enfants l'appelaient la transpirante, la tête d'ampoule, la loser, et elle détestait vraiment ça. Mais un jour, Jirai a trouvé le nom Phénix de Feu pour elle et tout le monde a commencé à l'appeler le ringard à la place et personne n'a plus jamais utilisé ce mauvais surnom pour elle. Elle dit qu'elle sait que Jirai ne l'a pas fait pour la sauver mais que c'est en soi l'une de ses grandes qualités, sa fiabilité et sa gentillesse sans même qu'il le sache. Ensuite, Sayumi raconte que lorsqu'elle a eu ses pouvoirs, elle s'est demandé si elle pouvait ramener les morts à la vie. Mais c'est Jirai qui lui a dit de ne jamais le faire et maintenant elle comprend qu'une telle capacité ne devrait pas exister dans leur monde et elle se sent donc apaisée. Chifuyu ajoute que Jirai lui a dit la même chose concernant la non-création de vie et elles reconnaissent pour une toutes que Jirai a le plus réfléchi à leur pouvoir et qu'il trouve toujours des noms et des mouvements cool pour elle. Pendant ce temps, Tomoyo sait ce qu'il pense réellement et se demande comment il s'imaginerait un scénario où il pourrait les dominer toutes en liant leurs capacités avec ses propres noms. D'un autre côté, le jeune homme à l'école demande à Jirai s'il est coupable du péché de Jirai, puis dit qu'il a un grand sens des noms. En entendant cela, Jirai s'illumine et perd la tête. Ils s'assoient tous les deux et parlent de surnoms cool et le gars lui dit qu'il garde aussi un carnet similaire et sort son registre de la croix inversée. Là-dessus, ils vont tous les deux dans un restaurant familial et parlent de surnoms de weebs débiles et de philosophie de vie, comme des weebs vierges souffrant de niveaux élevés de rise. Juste à ce moment-là, Tomoyo entre dans le restaurant et vient à leur table et Jirai lui demande ce qu'elle faisait là. Elle dit qu'elle vient souvent dans ce restaurant et demande ce que son frère aîné faisait là. Son vrai nom est Hajime et c'est la version de réalité alternative de Hajime d'Arifureta. Il était dans le même club de littérature quand il étudiait et maintenant c'est juste un parasite qui a fui sa maison et aime se comporter comme un fardeau pour la société. Tomoyo lui demande de rentrer à la maison, mais il répond qu'il a encore des batailles à mener et lui dit d'envoyer ses frais de subsistance, puis il s'échappe de façon spectaculaire sans payer sa part du repas. Mais avant de partir, il dit que son frappe de Lucifer se heurtera un jour à son sombre et obscur, puis il s'en va. Une fois qu'il est parti, Tomoyo s'assied avec Jirai et s'excuse pour le comportement de son frère. Il lui demande pourquoi ils ont des noms de famille différents, elle lui explique qu'il est son demi-frère et qu'ils ont des mères différentes. Même si Hajime vit avec eux depuis l'enfance, il aime garder le nom de famille de sa mère. Après cela, elle lui demande s'il lui a parlé de ses super pouvoirs et Jirai répond que non. Tomoyo commence alors à sourire, réalisant que l'homme mystérieux pourrait bien être son frère aîné après tout. Le lendemain matin, Jirai arrive à l'école et trouve Chifuyu debout devant le portail. Il lui demande ce qu'elle fait là, si elle ne va pas être en retard pour l'école, mais elle répond qu'elle a décidé d'arrêter l'école, le laissant sous le choc. Après avoir entendu cela, Jirai prend Chifuyu sur son dos et la porte jusqu'à son école. Là-bas, elle est accueillie par son ami Kuki, qui regarde Jirai et demande à Chifuyu qui il est. Elle le présente comme le gars du club de littérature, puis elles entrent dans l'école pour leur cours. Jirai remarque qu'il a oublié de lui demander pourquoi elle comptait abandonner l'école en premier lieu, mais décide ensuite de retourner à sa propre école et d'en rester là.
De retour à l'école, il croise Satomi Sensei qui lui dit de faire attention où il va, puis lui demande si Shifuyu est venu au club ce matin. Plus tard ce jour-là, ils se retrouvent tous au club de littérature et Jirai dit qu'il a réalisé quelque chose de vraiment incroyable. Il fait monter le suspense puis révèle qu'ils peuvent tous faire des cosplays infinis grâce au pouvoir de Chifuyu et qu'ils devraient essayer. Après cela, ils écrivent de leurs recommandations sur un morceau de papier et le jettent dans une urne. Ensuite, ils tirent au sort à tour de rôle et se déguisent en ce qu'ils ont choisi. Jirai finit par devenir le fantasme de Sayumi, vêtu d'un costume de soubrette. Sayumi, elle, doit porter le kit de sport. Hatoko joue le rôle du soleil qui vous arrache la lumière des yeux. Shifuyu finit par porter la prochaine erreur de Balenciaga et Tomoyo, oublions-la pour que la vidéo reste monétisée, vous savez. Pendant qu'ils profitent tous de leur séance photo de Weebs déjantés, Satomi Sensei entre, mais pas avant qu'ils n'aient tous réussi à offrir à Jirai une vue du paradis et un coup de marteau de Thor. Ils reprennent tous leurs uniformes et Satomi Sensei demande à Shifuyu pourquoi elle est rentrée de l'école plus tôt. Il s'avère qu'elle s'est déclarée malade en disant qu'elle avait mal au ventre et qu'au lieu de retourner en classe, elle est venue au club de littérature. Satomi lui demande si elle avait vraiment mal ou non et elle répond que oui. Là-dessus, Satomi dit que c'est bon et qu'elle parlera à sa sœur pour lui dire de rentrer à la maison. Une fois qu'elle est partie, Shifuyu saute dans un portail et retourne immédiatement dans sa chambre avant que quiconque ne puisse lui parler. Mais quand elle arrive, Kuki est déjà à la porte et veut lui parler. De retour chez Jirai, il enlève ses vêtements et prévoit de regarder Netflix et de montrer ses muscles, mais Shifuyu apparaît soudainement devant lui et dit qu'elle veut aussi voir le film. Jirai lui dit qu'il n'y a pas de film et lui demande pourquoi elle est là. Elle répond qu'elle s'est disputée avec Yuki car elle lui a dit d'arrêter d'aller au club de littérature et de traîner avec les lycéens. En entendant cela, Jirai lui dit de rentrer chez elle pour l'instant et qu'ils en parleront en détail le lendemain. Mais elle trouve ça gênant car elle est toujours chez elle et ne veut pas l'affronter dans cet état. Jirai lui demande si elle veut qu'il l'accompagne, elle dit oui, mais le téléporte chez elle via un portail sans même lui laisser le temps d'enfiler un caleçon. Il apparaît juste devant sa chambre et Kyuki sort, s'excusant auprès de Shifuyu d'être allé trop loin. Mais à son horreur, elle aperçoit le postérieur pervers et à moitié nu de Jirai assis là, un spectacle dont on se passerait bien. Elle panique et court se réfugier à l'intérieur. Bientôt, Shifuyu la suit et monte l'escalier. Kyuki se précipite, la serre dans ses bras et lui dit d'arrêter de fréquenter les lycéens, sinon ils la transformeront en une perverse ratée exactement comme Jirai. Shifuyu lui répond qu'elle n'arrêterait pas, qu'elle aime jouer avec eux et qu'elle aime aussi jouer avec elle. Mais Kyuki n'y croit pas et quitte la maison en colère. Le lendemain, Shifuyu et Jirai s'assoient sur un banc après les cours et boivent du soda. Shifuyu dit qu'elle n'a pas réussi à réparer leur amitié aujourd'hui non plus et que Kyuki l'a ignorée toute la journée. Elle a refusé de réparer son nœud et n'a pas mangé ses poivrons verts au déjeuner non plus. Maintenant, elle doit partir en mission commando en Afrique pour s'en trouver une nouvelle. Jirai la regarde et lui demande si elle est sérieuse. Elle répond que pour que tout le monde appuie sur le bouton, j'aime, elle dira que c'était une blague et que personne ne peut remplacer Kyuki. Elle commence à se lamenter sur le fait qu'elle ne pourrait peut-être plus jamais redevenir amie avec Kyuki. Mais alors, Jirai s'agenouille devant elle, tel son chevalier, et lui promet de lui ramener son ami, lui assurant qu'elle n'a rien à craindre. Sur ce, Shifuyu retourne au club de littérature et Jirai se rend devant l'école Piedma de Kyuki pour la rencontrer. Elle sort et panique instantanément à sa vue, lui demandant s'il la traque. Mais il répond que Shifuyu lui a parlé de son emploi du temps et qu'il a juste besoin qu'elle l'écoute jusqu'à l'arrivée du prochain bus. Ils marchent jusqu'à l'arrêt de bus et discutent en chemin. Jirai dit que tout le monde a des secrets qu'il ne peut pas révéler aux autres, et que c'est vrai aussi entre meilleurs amis. Kyuki répond qu'elle comprend cela mais n'aime toujours pas que Shifuyu lui cache quelque chose. Il lui dit ensuite qu'il va lui révéler leur secret mais qu'elle doit promettre de ne jamais le divulguer et que Shifuyu la considère vraiment comme une amie précieuse. Sur ce, il la met en confiance et lui avoue qu'il est en fait un pervers lolicon et que Shifuyu joue avec lui afin qu'elle puisse le surveiller et l'empêcher de devenir une menace pour la société. En entendant cela, Kyuki regarde son visage idiot et se demande pourquoi il en est si fier. Mais alors, Satomi Sensei arrive avec Shifuyu dans sa voiture. Elle donne à Kyuki une peluche assortie et lui demande de redevenir son amie. Kyuki la serre dans ses bras et elle se réconcilient enfin. Le lendemain, Jirai entre dans la salle du club et se fait taquiner par les autres pour ses nouveaux surnoms, le chevalier Lolicon et Lolicins. Mais il les ignore comme un vulgaire chad et continue de faire l'éloge de Shifuyu pour la rendre heureuse. Après cela, il lui demande pourquoi elle prévoyait d'abandonner l'école. Elle révèle qu'à l'inverse des gens pas si intelligents qui regardent cette vidéo dans cette vidéo, elle étudiait seule car elle veut sauter des classes et entrer au lycée le plus tôt possible afin d'être l'égale de tous et de briguer sa position de Weebler. Quelques jours plus tard, Jirai entre dans le club avec un énorme étui de guitare rouge. Il s'assied et essaie d'attirer l'attention des autres, mais ils l'ignorent tous délibérément. Cependant, Hatoko finit par prendre la parole et lui demande ce que c'est.
Tomoyo dit qu'ils essayaient de l'ignorer exprès pour qu'il ne prenne pas la grosse tête et qu'il l'a sûrement acheté parce qu'il pensait que ce serait cool d'arriver avec une guitare même s'il ne sait pas en jouer. Jirai se met aussitôt en scène et lui demande comment elle sait qu'il y a une guitare à l'intérieur, car il pourrait y avoir n'importe quoi tant que ce n'est pas observé, comme l'a prouvé le postérieur de Schrödinger version Seigneur Weeb. Tomoyo le regarde d'un air blasé puis le laisse l'ouvrir pour révéler une guitare rouge à l'intérieur. Il l'appelle l'Infinity Maria. C'est alors que Shifuyu entre aussi dans la pièce et l'interroge sur la guitare. Elle lui demande si elle peut l'avoir, mais Jirai répond que non, et qu'il n'est pas radin. C'est juste que Maria est son autre moitié, et qu'il ne peut laisser personne la voir. En entendant cela, elle lui dit de fermer les yeux un instant, puis elle duplique la guitare et lui dit de choisir la vraie. Elle dit qu'il peut choisir la bonne en cassant l'autre. Jirai essaie de faire le malin, prend les deux et les fracasse sur le sol. Il dit que Shifuyu est vraiment intelligente et que les deux doivent être fausses. Mais elle répond qu'elle était honnête et qu'il venait de fracasser sa douce Maria-chan sur le sol. Jirai tombe à genoux et commence à pleurer sur ses morceaux éparpillés. Sayumi attend qu'il finisse son cinéma avant de restaurer la guitare. Après les cours, il sort avec Atoko, mais réalise qu'il a oublié son sac à dos dans la salle du club et lui dit de continuer sans lui. Il se précipite alors, mais ce qu'il voit le surprend énormément. À l'intérieur de la pièce, Tomoyo fait semblant de jouer comme à l'époque du collège. Il s'avère qu'en réalité, elle est responsable de la façon dont Jirai est devenu, car il a idéalisé sa phase weeb alors qu'elle en est sortie, et il est le seul à connaître son sombre passé. Il entre et dit qu'il est heureux de trouver une camarade qui apprécie le saint art de la libologie, puis lui dit qu'il était là pour récupérer son sac à dos. Il se penche pour le prendre et aperçoit l'écran de l'ordinateur portable de Tomoyo, juste avant qu'elle ne le referme violemment. Le visage rouge, elle lui demande s'il a vu quelque chose. Il lui demande si elle faisait référence au vrai site web le plus visité au monde, mais elle répond que non. Alors il commence à lire à voix haute l'histoire de style otaku qu'il a lu sur l'écran. Elle lui demande comment il a réussi à lire tout ça en 1 seconde. Il lui sourit en retour pour avoir sous-estimé les Sharingans qu'il a activés en assistant à la triste mort de sa vie sociale. Elle commence à l'étrangler pour empêcher son secret de fuiter et lui demande pourquoi il agit si calmement. Et s'il veut rire, il peut, mais il lui dit qu'il n'y a rien de risible à devenir un auteur de light novel. Elle réalise alors qu'elle parle au Seigneur Weeb en personne et trouve du réconfort dans ce fait. Ils parlent de leurs rêves et de leurs hobbies. Tomoyo dit qu'elle a échoué aux 2 dernières compétitions consécutives et que même si elle a ce super pouvoir de contrôler le temps, elle ne peut même pas écrire un light novel décent et ses pouvoirs ne résoudront pas la situation de sa famille. Jirai lui demande si elle préférerait avoir des pouvoirs comme les siens plutôt que le contrôle du temps. Il se lève alors et commence à chanter des Weebeni, libérant son pouvoir pour créer une boule de flamme noire. Il lui dit que ça a l'air cool et qu'au final c'est tout ce qui compte. Il ne devrait pas se déshumaniser ou se surcharger de normes inutiles. En entendant cela, Tomoyo se sent à nouveau heureuse et confiante. Elle lui demande pourquoi il agit bêtement tout le temps alors qu'il peut être si sérieux dans des moments pareils. Il répond qu'il est toujours sérieux comme l'exige sa majestueuse seigneurie. Pendant ce temps, Atoko l'avait attendu tout ce temps et finit par abandonner, rentrant seule chez elle. Le lendemain, Tomoyo était collée à son téléphone comme une mini-milléniale et se sentait excitée à propos de quelque chose. Pendant le déjeuner, Jirai l'interroge à ce sujet. Elle révèle qu'elle a réussi à passer le premier tour d'une des compétitions de light novel auxquelles elle avait postulé. Jirai dit que cela appelle à une célébration. Elle lui dit qu'elle n'a rien dit à personne d'autre dans leur groupe, mais il répond qu'il peut quand même lui offrir quelque chose et lui demande de nommer tout ce qu'elle veut manger. Elle demande un gâteau spécial vendu au déjeuner dans ce café et ils décident d'y aller ensemble le week-end. Bientôt le jour arrive et Tomoyo commence à s'inquiéter de ce qu'elle va porter, mais finit par se calmer car ce n'est que Jirai et elle ne veut pas avoir l'air trop insistante. D'un autre côté, elle s'inquiète aussi qu'il porte quelque chose de trop weeb et qu'elle ne veuille pas marcher avec lui en public. Le lendemain matin, ils se rencontrent. À sa surprise, Jirai porte des vêtements normaux. Il lui dit qu'il n'est pas autorisé à choisir ses vêtements et que sa sœur aînée le fait pour lui. Ils vont au café et Jirai commence par l'une des questions les plus importantes de la vie. Combien de fois faut-il visiter un café avant de pouvoir commander l'habituel ? Après cela, il suggère de prendre une offre spéciale couple pour une réduction sur 2 gâteaux et commande même un double expresso pour faire le malin parce que pourquoi pas. Ensuite, il visite un magasin d'animé et de manga et termine la journée avec des boissons sucrées. Jirai dit qu'il s'est amusé et espère qu'elle a aussi apprécié sa gâterie. Puis ils rentrent tous les deux chez eux, mais pour pimenter un peu l'intrigue, Atoko passe par là et les voit tous les deux ensemble. Maintenant, mettons Atoko de côté et passons directement à l'anniversaire de Jirai. Tout le monde au club de littérature lui a gardé le secret et a créé un jeu avec eux-mêmes comme personnages et Jirai comme héros. Il adore ça et il lui souhaite un joyeux anniversaire, le mettant en larmes. Le lendemain, Sayumi est absente de l'école, ils se demandent tous si travailler trop dur sur le jeu l'a finalement rattrapée et si elle est malade. Pour compenser, ils décident d'envoyer un représentant de leur groupe pour prendre de ses nouvelles. Le gagnant s'avère être Jirai car elle, Sayumi, avait tant donné pour lui.
Plus tard ce jour-là, il se rend chez elle et il s'avère qu'elle vit dans un grand manoir. Si ce n'était pas déjà évident avec ses énormes atouts, il est maintenant clair qu'elle est riche. Jirai sonne et est accueillie par Sayumi elle-même qui porte des lunettes et a l'air totalement mignonne. Il entre et elle lui sert du thé et il parle de sa santé. Jirai remarque qu'elle est belle avec des lunettes et que sa tenue décontractée est aussi mignonne, ce qui la fait rougir. C'est alors que la sœur cadette de Sayumi, Maya, entre et félicite sa sœur d'avoir enfin trouvé un homme pour elle. Sayumi la réprimande et s'excuse pour son comportement, mais ensuite, elle apporte son album de fin de collège et ils commencent tous les deux à regarder ses vieilles photos. Elle lui raconte comment sa défunte grand-mère lui disait de devenir une femme respectable et c'est pourquoi elle fait toujours de son mieux pour être respectable et parfaite. En regardant les photos, Jirai remarque qu'elle était la présidente du conseil des élèves et lui demande pourquoi elle n'a pas brigué le poste au lycée. Mais elle baisse soudainement les yeux et lui dit de partir car il se sent somnolent à cause des médicaments. Jirai se demande s'il a dit quelque chose pour la mettre en colère puis part discrètement. Le lendemain, Sayumi ne vient pas à la salle du club après les cours et Jirai commence à s'inquiéter pour elle. Il appelle sa sœur cadette et l'interroge sur Sayumi et si elle semblait en colère hier après son départ et lui dit qu'il a eu cette impression après avoir mentionné le poste de présidente du conseil des élèves. Elle révèle qu'au collège, elle était cette présidente parfaite mais à cause de cela, elle se disputait avec les autres membres du conseil et cela a fait chuter son image. C'est pourquoi elle a décidé de créer le conseil des élèves parfait au lycée. En entendant cela, Jirai se demande pourquoi elle n'est pas devenue présidente alors et va voir Mireille pour l'interroger à ce sujet. Mireille lui dit qu'elle s'est aussi posé la question depuis un certain temps mais que cela pourrait être dû à ses pouvoirs et à son lien avec les membres du club de littérature. Peut-être privilégie-t-elle sa relation avec eux plutôt que de devenir présidente du conseil des élèves. Puis il lui demande quand avaient lieu les élections du conseil des élèves et elle lui répond qu'il fallait postuler avant septembre et que les élections avaient lieu vers la mi-octobre. C'est alors qu'il repense à cette époque et se souvient que c'était à peu près au moment où ils avaient acquis leurs capacités. Sayumi avait suggéré d'effacer tout leur pouvoir en utilisant sa route d'origine car c'était la meilleure option pour qu'ils redeviennent des lycéens normaux. Jirai se lève et s'oppose à l'idée, la défiant en duel pour décider de ce qu'ils feront. Ils s'affrontent derrière l'école avec l'utilisation complète de leurs capacités autorisées. Pendant leur bataille, Jirai commence par chanter son écriture Wimoni pour activer sa capacité. Mais Sayumi ne l'attend pas, contrairement à tous les grands méchants de Dragon Ball Z qui laissent leurs ennemis se recharger pendant des heures. Elle continue de le frapper et de le soigner avec ses capacités et l'interrompt à chaque fois entre ses chants. Cependant, Jirai s'avère être un masochiste qui aime être piétiné, surtout si c'est Sayumi, et il dit qu'il ne sait pas quand abandonner Dad Bayou. Il lui demande alors de le laisser terminer son chant et finit par déchaîner sa capacité Dark and Dark pour créer l'Amaterasu de Wish.com qu'il a trouvé sur Craigslist et fait livrer par AliExpress. Sayumi utilise simplement ses arts martiaux et le met à terre. Puis elle dit que maintenant qu'il a déchaîné sa capacité, il ne devrait avoir aucun regret et utilise son pouvoir pour le restaurer à son état original. Elle pense que cela effacerait ses pouvoirs, mais à sa surprise, cela ne le fait pas et elle lui demande s'il le savait déjà. Il dit que c'était une possibilité qu'une fois qu'il aurait acquis son pouvoir, il lui serait difficile de le considérer comme une partie non originale d'elle-même. Et on peut en dire autant de sa vision des autres, c'est pourquoi elle ne peut pas les effacer car elle les considère comme faisant partie de l'origine. Elle lui demande pourquoi il s'est donné la peine de se battre et de se faire botter le cul tant de fois. Il commence à réfléchir à une phrase cool à dire car il ne peut pas lui avouer qu'il aime juste être piétiné par elle. Il finit par parler et lui dit qu'il voulait que la possibilité demeure car ce serait mieux pour eux tous. Elle dit qu'elle ne peut faire confiance à personne, ni à elle-même avec ses pouvoirs, et qu'elle a peur qu'un d'eux devienne incontrôlable et les utilise pour le mal. Jirai s'approche d'elle et lui dit que ça n'a pas à être effrayant et qu'il va lui montrer comment jouer avec eux et s'amuser. Cela lui donne de l'espoir, sachant que parmi eux, Jirai est celui qui en sait probablement le plus sur le potentiel nuisible de leur pouvoir. Retour au présent, Jirai retourne chez Sayumi pour s'excuser auprès d'elle, car il pense qu'elle n'a pas rejoint le conseil des élèves à cause de lui et de leur dispute de l'époque. Sayumi arrive derrière lui et ils s'assoient tous les deux pour en parler. Il lui raconte tout et lui demande si elle était en colère. Elle répond que non, que c'était un malentendu et qu'elle se sentait vraiment somnolente à cause des médicaments l'autre jour et c'est pourquoi elle lui a dit de partir. Elle est allée se coucher directement après et aujourd'hui, elle n'a pas pu venir à la salle du club car elle devait aller chercher ses nouvelles lentilles. Elle lui montre aussi le reçu du magasin et dit qu'elle ne peut jamais être en colère contre lui parce qu'elle sait qu'il a fait tout cela pour elle et qu'il lui a aussi donné de l'espoir. Elle dit qu'elle n'a pas rejoint le conseil des élèves parce qu'elle l'a fait au collège pour quelqu'un de précis et au lycée. Elle allait le faire pour une raison égoïste encore une fois. Dans son esprit, ce n'est pas comme ça que ça devrait être et donc elle s'y oppose. Jirai répète les mots de sa grand-mère selon lesquels une femme devrait être respectable, puis dit que peu importe si elles ne le sont pas car personne n'est parfait et elle est déjà belle telle qu'elle est. En entendant cela, Sayumi révèle qu'il y avait plus au mot de sa grand-mère et c'était comme ça,
Deviens une femme respectable, alors tu trouveras sûrement quelqu'un qui te dira que ce n'est pas grave de ne pas l'être. Elle dit qu'elle n'aurait jamais pu deviner que ce serait lui qui lui dirait ces mots et qu'elle comprend vraiment le sens derrière eux. Le malentendu dissipé, tout redevient normal. Plus tard ce jour-là, nous voyons que Sayumi a aussi des sentiments pour Jirai. Maintenant, ramenons Atoko du second plan au premier plan. C'est l'amie d'enfance de Jirai, celle qui a passé le plus de temps avec lui dans le groupe. Elle est toujours restée à ses côtés, mais malheureusement pour elle, elle n'est qu'une simple normie. Elle adore passer du temps avec Jirai et a aussi des sentiments pour lui, mais pour l'amour du ciel, elle ne comprend pas ce qu'il y a de si cool à faire semblant d'avoir un bras droit douloureux et à écrire des mots d'une manière et à les lire d'une autre comme un psychopathe. Après avoir vu Jirai passer de plus en plus de temps avec Tomoyo, elle commence à devenir jalouse et son incapacité à le comprendre malgré le fait qu'elle le connaisse le plus longtemps épuise aussi sa patience. Un matin, la sœur de Jirai le réveille et lui dit de convoquer son esclave Atoko ce soir car leurs parents ne seront pas à la maison et elle ne veut pas mourir en mangeant de la bouillie qu'il prépare. Jirai pense la même chose et dit qu'il lui parlera en classe et se prépare à aller à l'école. Sur le chemin de l'école, il marche avec Atoko et lui demande de venir cuisiner pour eux ce soir. Il décide de faire de la viande et des pommes de terre sans pommes de terre et sans légumes. Elle se sent vraiment heureuse à ce sujet et suit tous ses cours en souriant. Après les cours, ils s'assoient ciao et tous pour leurs activités de club et leur sujet est les light novels. Ils choisissent tous leur thème et présentent leur travail. Mais Tomoyo dit qu'elle n'a rien pu trouver et s'excuse de n'avoir rien écrit. Sayumi dit que c'est bon. Après la fin des cours, Jirai dit à Atoko de partir devant car il a quelque chose à dire à Tomoyo. Atoko se sent triste mais sort quand même et rentre seul chez lui. De retour dans la salle du club, Jirai fait semblant de jouer avec Tomoyo et simule un mouvement combo imaginaire avec eux deux. Elle lui demande pourquoi il faisait ça et dit qu'elle n'est pas si triste au point de rester pour jouer à des mondes imaginaires avec lui et qu'elle a aussi du travail à faire. Il dit que la raison pour laquelle il lui a demandé de rester était qu'il sait qu'elle se sent dépassée par la pression d'écrire quelque chose de mauvais ou qui ne soit pas à la hauteur de ses standards et c'est pourquoi elle n'a pas réussi à produire un essai même si elle est probablement la meilleure écrivaine parmi eux. Elle lui demande comment il savait cela et il répond avec une armure scénaristique. Il l'aide à reprendre confiance et lui demande ce qui l'a tracassé. Et elle lui montre son nouveau light novel et qu'elle avait du mal à trouver de bons noms pour les personnages principaux. Après cela, Jirai rentre chez lui et Atoko l'accueille avec de la nourriture sur la cuisinière. Elle lui demande ce qui lui a pris si longtemps et remarque qu'il envoie des messages sur son téléphone. Elle demande si c'était Tomoyo et de quoi il parlait et il répond qu'elle ne comprendrait pas et que ce n'était rien de spécial. Maintenant, un peu de contexte. Il y a longtemps, avant que Jirai n'éveille ses rises de conquérant et ne collectionne des feeds pour son club, comme un dresseur Pokémon, il n'avait qu'une Hatoko. Elle était toujours un peu lâche et avait du mal à comprendre le weebanese et la culture otaku, mais la seule personne qui était toujours là pour elle était Jirai. Elle est devenue bonne amie avec lui et restait toujours à ses côtés, mais avec le temps, il est devenu douloureusement clair qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Il était un weebler et elle était aussi normie que possible. Malgré tout ça, elle gardait toujours son sourire, cherchant le bonheur dans le sien. Mais là, quand Durei lui dit qu'elle ne le comprendra jamais, elle est vraiment blessée. Et avec tout ce qui se passe avec Tomoyo ces derniers temps, elle craque, lui crie dessus et fond en larmes. Elle lui dit qu'elle en a marre de ses délires de weeb et de ses jeux d'enfants, souhaitant qu'il lui explique tout de manière à ce qu'elle comprenne, puis elle s'enfuit. Jirai court après elle, mais c'est déjà trop tard. Enki finit par croiser Sagami qui lui demande s'il cherchait Atoko car elle est passée devant lui il y a un instant en pantoufles et tablier de cuisine. Ils discutent de ce qui s'est passé et Sagami lui dit que c'était prévisible, que ça devait arriver tôt ou tard et que c'était flagrant pour quiconque les observait de l'extérieur. Drak se met à la chercher mais ne la trouve pas et s'écroule lui aussi. Il appelle Tomoyo et Sayumi à la rescousse, les faisant sortir pour l'aider à retrouver sa première esclave et cuisinière qui s'est enfuie avec son tablier, laissant la nourriture sur le feu. Quel culot! Ils la cherchent tous pendant des heures, en vain. C'est alors que Sayumi suggère qu'il est peut-être temps d'utiliser la deuxième évolution de son pouvoir, les laissant perplexes. Pendant ce temps, Atoko se calme enfin et commence à se morfondre sur ce qu'elle a fait et son incapacité à comprendre son ami d'enfance. Elle est vraiment déprimée et c'est là qu'elle tombe sur Hajime, le grand frère Ishkai de Tomoyo. Il l'invite à s'asseoir et lui parle des weebs délirants comme Jirai et de la façon dont ils sont un véritable paradoxe. Ils veulent être compris mais aussi garder une part de mystère. Pour cela, un ami qui ne les comprend pas totalement mais participe à leur scénario imaginaire est essentiel. Il la rassure, lui disant que Jirai ne la sous-estimerait jamais et qu'il doit l'apprécier énormément. En entendant tout ça, Atoko retrouve le sourire. Mais juste à ce moment, un groupe de personnes s'approche. Hajime se lève, disant qu'il l'a assez retenu, puis l'endort grâce à sa propre capacité spéciale.
Retour en arrière, un peu avant la première visite de Hajime au club de littérature, où il a rencontré Jirai, il s'avère que les fées existent dans ce monde. Ce sont des êtres magiques qui aiment faire s'affronter les humains pour leur divertissement, pariant sur les vainqueurs et profitant du spectacle. C'est ce qu'on appelle la guerre des fées, et la troisième est en cours. Pour pimenter le tout, les fées éveillent des pouvoirs de ramen chez les humains pour un spectacle flamboyant. C'est ainsi que Dur et les autres ont obtenu leur pouvoir. Selon les règles de la guerre des fées, les perdants retrouveront leur état normal, leurs souvenirs de pouvoir et de batailles effacés. Parmi des milliers de participants, les 8 derniers auront le droit de voir un de leurs vœux exaucés. C'est pourquoi ils y participent à tous. C'est un peu comme la série Fate, mais sans les morts qui comptent, et ils ont même corrigé le bug du Saint Graal. Hajime est l'un de ses participants et il a formé sa propre équipe, nommée Fallen Black. Notre histoire commence quand Hajime est défié par un participant envoyé par le groupe F pour le vaincre. Hajime se tient devant lui dans une zone de bowling isolée et trace un cercle autour de lui. Il déclare que durant le combat, il n'utilisera même pas ses capacités et ne sortira pas du cercle pour prouver l'écart abyssal entre leurs pouvoirs et compétences brutes. Son adversaire, Touhi, se sent profondément insulté et fonce sur lui de toutes ses forces. Mais alors, Hajime sort du cercle et lui assène un coup de poing en plein visage, le projetant plusieurs mètres en arrière. Touhi lui reproche d'avoir rompu sa promesse et Hajime lui rétorque la règle numéro 21, ne jamais faire confiance aux promesses de son ennemi en plein combat. Après ça, il utilise sa capacité spéciale, Pinpoint Abyss, pour créer un petit trou noir et l'y aspire, ne laissant rien de lui. Après ça, il sort et s'installe dans la voiture avec sa partenaire tandis qu'il voit Touhi être réanimé, sans ses souvenirs ni ses pouvoirs. À l'intérieur, Hajime discute avec Hitomi et leur ami fée, Rire, de la guerre des fées. De retour à leur base, Rire révèle qu'ils ont enfin localisé la base de F et que c'est le moment idéal pour y aller et les écraser. Elle se plaint ensuite que les supérieurs ne se décident pas à écraser F alors que leur but principal est de mettre fin à la guerre des fées. Hajime lui dit d'arrêter ses manigances car il sait que la seule raison pour laquelle ils lui ont révélé l'emplacement de la base de F est pour qu'ils les détruisent, ce qui serait bien trop commode pour eux. Il soupçonne des querelles internes chez les fées, puis dit que ça ne le dérange pas de le faire, mais que selon les coutumes humaines, il devrait au moins faire une demande en bonne et due forme et dire « s'il vous plaît ». Sur ce, il sort et se rend à son ancienne école juste pour prendre l'air. Là, il retrouve Jirai et la suite, on la connaît. Pendant ce temps, on voit Rieder parler à Natomi de son souhait de protéger Hajime. Finalement, elle dit qu'elle ira détruire la base avec le reste de l'équipe sans en parler à Hajime. On rencontre aussi les autres membres du groupe, dont Yuzano qui peut propager son trouble de la personnalité multiple comme un virus, puis un autre qui crée des dimensions entre les dimensions, un autre encore qui détruit le cœur de tout ce qu'il coupe avec son couteau, et Aki qui a le pouvoir de tout apprendre sur les pouvoirs des autres en les observant. Quant à Hitomi, elle peut plonger les gens dans un genjutsu et leur infliger le statut confusion des jeux Pokémon, juste en les laissant regarder son œil gauche. Elle peut même conférer cette capacité à d'autres. Tous ensemble, ils prévoient d'infiltrer et d'attaquer la base de nuit, fonçant après avoir mis KO quelques PNJ à l'entrée. Cependant, en entrant, ils trouvent l'endroit sans dessus-dessous et rencontrent une fille assise sur les décombres. Elle s'appelle System et est connue comme l'arme secrète de F. Aki utilise ses pouvoirs pour analyser ses capacités et perd instantanément la tête en réalisant qu'elle possède le pouvoir d'un dieu, lui permettant de créer et d'utiliser n'importe quelle capacité. Elle bondit et tente d'attaquer Hitomi, mais juste avant que ses poings ne l'envoient dans un autre monde, Hajime arrive sur les lieux et bloque l'attaque avec ses pouvoirs de gravité. Elle lui demande pourquoi il l'arrête alors que c'est lui qui lui a dit de détruire F. Il répond qu'ils ne sont pas de F mais font partie de son propre groupe. Tout le monde les regarde, confus. Il s'avère que Hajime est arrivé avant eux, s'est lié d'amitié avec System en lui offrant des bonbons et l'a fait rejoindre leur bande comme nouvelle membre. Après ça, il lui a dit de détruire F et puis il leur annonce à tous qu'il s'en va et s'éloigne. Hitomi essaie de l'arrêter mais réalise qu'il est blessé et saigne, alors elle le laisse partir et il lui dit de ne rien en dire. Quelques semaines plus tard, on voit que Hajime s'est blessé à l'œil en dormant avec ses lentilles de contact et il lui est interdit d'en porter jusqu'à guérison. Il cherche des moyens de guérir vite et pense aussitôt à la bande de jures qu'il a nommée les Enfants Vierges. Quel nom, hein? Quel nom parfait, n'est-ce pas? Il décide de kidnapper quelqu'un capable de soigner mais finit par erreur par enlever Atoko. Ses amis le réprimandent moi pour cette gaffe et il la laisse dormir dans un lit espérant que ses amis viendront la secourir. D'un autre côté, Sayumi dit à tout le monde de retourner au club de littérature et ils appellent Shifu aussi. Elle commence à faire l'appel et constate que Atoko n'est pas là et que pour le club de littérature, ce n'est pas leur état d'origine. Pour tout remettre en ordre, elle utilise la version AOE de deuxième niveau de sa capacité, racine à l'origine, cercle d'Ouroboros, et ramène leur état à la normale en invoquant Atoko sur sa chaise.
Elle se réveille et salue tout le monde d'un « bonjour », mais on lui dit qu'il fait presque nuit. Jirai s'excuse de l'avoir rendu si triste et de l'avoir accablé ainsi. Tomoyo se lève aussi, sent la tension et révèle à tous qu'elle essaie de devenir auteure de light novel. Elle explique qu'elle voulait garder sa secret jusqu'à obtenir des résultats concrets, mais Jirai l'a découvert tôt. Elle ne veut pas que cela cause de problème à qui que ce soit. Atoko comprend aussi. Puis Jirai lui demande de rester son amie et elle lui prend la main, disant qu'elle est chaude, comme dans leur enfance quand il venait la secourir, chaque fois qu'elle avait peur de quelque chose et se cachait sous les escaliers. Tout étant rentré dans l'ordre, Shifu sort un paquet de chips et demande à Jirai de l'ouvrir. Il monte sur la table et tire dessus comme un bouffon, mais alors sa main s'enflamme de flammes noires, il a débloqué le deuxième stade de sa propre capacité. Il lève la main et projette un jet de flammes noires brûlantes au plafond, tout excité, mais il se met à hurler de douleur en réalisant que sa main brûle aussi. Maintenant, laissez-moi vous tenir en haleine sur son pouvoir éveillé et passons quelques semaines. Tomoyo a enfin terminé le brouillon de son light novel et le donne à Jirai pour avoir son avis. Il dit qu'il serait ravi de l'aider n'importe quand et elle répond que dans des moments pareils, elle est contente qu'il soit un weeb. Il la taquine en lui demandant si c'est ainsi qu'on s'adresse à quelqu'un à qui on demande de l'aide et elle commence à s'excuser. Il se demande pourquoi elle l'a pris au sérieux et elle dit qu'en réalité, elle le respecte et le trouve vraiment incroyable d'être si persévérant dans son délire malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées à cause de ça. Jirai répond qu'il ne se considère pas si persévérant. En réalité, il y a eu un moment, en 4e au collège, où il a pensé à sortir de cette phase délirante. Mais il a alors fait une rencontre fatidique avec une fille qui était tout aussi, sinon plus, délirante que lui. Elle portait une perruque blanche et se donnait un nom maléfique. Tomoyo commence à avoir des flashbacks de ses temps sombres, lui dit d'arrêter de parler et s'enfuit. Il s'avère qu'il ne sait pas que cette fille était en fait Tomoyo. Pendant ce temps, dans la chambre d'Hitomi, Yusano et Yanagi examinent des images de caméras de sécurité pour s'assurer que personne ne s'est échappé de leur mission de destruction de la base d'Eze. Il s'avère qu'une femme a réussi à s'enfuir par la porte arrière. Pour arranger les choses, ils décident simplement de supprimer le fichier et d'espérer que Hajime ne le découvre pas. Quelques jours plus tard, Jirai et les autres étudient ensemble pour leurs examens. Jirai embête tout le monde avec ses méthodes d'études délirantes et ses jeux de rôle. Tomoyo essaie de le faire taire avec un livre roulé, mais cela ne fait que le faire parler davantage, tel le weeb masochiste qu'il est. Sayumi lui dit de ne pas se laisser distraire pendant les études non plus. Il répond qu'il va devoir utiliser son pouvoir éveillé une fois de plus. Les autres s'énervent immédiatement, lui disent de ne jamais y penser, même en plaisantant, et lui font promettre de sceller son pouvoir pour de bon. Plus tard, pendant les activités du club, il demande à Shifu ses notes à l'école. Elle dit qu'elles sont plutôt normales, il l'interroge sur son score au dernier test de maths. Elle répond qu'elle a eu 0, ce qui le rend vraiment inquiet. Elle enchaîne en disant qu'elle avait eu 100 avant ça et que son cerveau fonctionne différemment selon son humeur du jour. Après ça, elle lui demande ses autres scores et il répond qu'il est plutôt normal aussi, peut-être un peu au-dessus de la moyenne. Elle lui demande qui est le plus intelligent, lui ou Hatoko. Il l'interroge sur ses scores au dernier examen. Hatoko dit qu'elle était 32e et Jirai 38e. En entendant cela, Tomoyo est à la fois surprise et désemparée, sachant qu'il a obtenu un score plus élevé qu'elle. Elle révèle son rang, 88e, pile au milieu sur 198 élèves de leur année. Enfin, Shifu demande à Sayumi son score. Elle répond qu'elle était 2e et Mar 1re, mais qu'elles alternent à chaque examen. Avec tout ça au grand jour, il est évident que Tomoyo est la citrouille la plus bête de la pièce. Elle se met à étudier comme une acharnée pour ne pas se retrouver avec la réputation d'être plus bête que Jirai. Pour l'aider, Hatoko lui propose d'étudier avec elle plus tard. Plus tard ce soir-là, elles s'installent toutes les deux dans un café pour étudier autour d'un café. Hatoko l'interroge sur des mots de weeb que Jirai utilise. Elle les explique facilement en weeb caché qu'elle est et Hatoko est étonnée de la facilité avec laquelle elle comprend Jirai. Bientôt, leurs examens se terminent et Jirai obtient toujours un meilleur score que Tomoyo. Après avoir rangé leur salle de club, il descend sortir les poubelles et Shifu l'aide. Une fois en bas, elle lui pose l'une des questions les plus importantes de la vie. Le curry, est-ce un plat ou une boisson ? Après une analogie que je suis trop paresseux pour expliquer, elle lui fait réaliser que même si elle aime les vacances d'été, elle sera triste de ne pas pouvoir être avec eux. Elle le pousse ensuite à l'inviter à la piscine quand ils seront libres pendant leurs vacances, la rendant heureuse à nouveau. Quelques jours plus tard, le FBI est alerté que Shifu ressent une chaleur étrange dans son cœur et en parle à Kyuki. Elle lui demande quand elle ressent ça et Shifu répond que c'est quand elle parle à Jirai. Kyuki réalise alors qu'elle doit protéger sa meilleure amie de ce vil pervers à tout prix. Pendant que tout le monde cuisine, Sayumi est laissée de côté, la moins favorite des héroïnes du harem.
Elle va aux toilettes et se demande si elle devrait porter des lunettes, Jirai lui ayant dit qu'elle lui allait beauf bien. Puis Sagami entre et lui dit qu'il sait qu'elle aime Jirai et qu'en tant qu'observateur, il veut qu'elle se mette avec lui pour en tirer une bonne histoire. Il veut énerver tous ceux qui regardent cette vidéo et faire plaisir à tous les pervers qui rêvent qu'elle les piétine. Il jette ses lunettes à la poubelle et lui dit que selon la loi de l'anime, la fille à lunettes est toujours un personnage secondaire. Alors, si elle veut devenir la Ginny Weasley de son Jirai poilu, elle doit prendre sa main et le laisser la transformer en héroïne principale. Pendant ce temps, Atoko et Tomoyo sont assises ensemble. Atoko lui demande si elle peut discuter d'amour. D'abord, elle lui demande si elle aime quelqu'un et Tomoyo répond que non. Parler comme une vraie tsundere. Après ça, Atoko révèle qu'elle est amoureuse de Jirai. Elle voulait le lui dire à elle qui le connaît le mieux car elle-même le connaît le moins. Elle lui demande ensuite à nouveau si elle aime quelqu'un pour qu'elle accepte aussi ses sentiments ou pour qu'elle puisse revendiquer Jirai pour elle une bonne fois pour toutes. Pendant ce temps, Jirai est juste excitée par les vacances d'été et en profite à fond. Et maintenant, place au fanservice. Les vacances d'été ont commencé et les premières à l'honneur sont Shifu et Kyuki. Elles invitent Jirai à la piscine, comme Shifu l'avait promis avant le début de leurs vacances. Ce jour-là, Kyuki n'a qu'un seul but, détruire l'image de Jirai devant Shifu pour qu'elle comprenne à quel point ce vil pervers est une mauvaise personne. Sa première idée, personne n'aime les hommes radins. Elle prévoit donc de lui faire acheter tellement de nourriture que son portefeuille en souffrira. Mais à sa grande surprise, il leur achète une énorme assiette de plats et leurs estomacs gonflent comme des pastèques avant même que son portefeuille ne transpire. Ensuite, elle se dit que personne n'aime les perdants. Elle décide donc de piéger un Giga Chad en lui mettant quelque chose sur la tête pour le ridiculiser. Elle trouve Monsieur Muscle ramenant son fils près de la piscine et décide de s'approcher. Mais elle réalise qu'elle est en fait très timide et effrayée par les gens et se met à pleurer quand le grand homme se lève et lui demande s'il peut la conduire au centre des enfants perdus. Heureusement pour elle, Jirai la trouve et vient à son secours, ce qui ne fait que le rendre encore plus admirable. Finalement, elle décide de le faire passer pour un singe idiot en le faisant participer à un concours de quiz animalier pour enfants. Ils s'alignent tous derrière leur dé. Le grand prix pour avoir répondu correctement à toutes les questions s'avère être un gros SUV. Le deuxième prix est une peluche de baleine et Shifu semble la préférer. Il commence à répondre aussi aux questions et Shifu réussit à enchaîner les 7 bonnes réponses. Avec seulement 3 équipes restantes, l'animateur commence à poser des questions plus difficiles, notamment une question de physique pour la 8e. Tout le monde réalise qu'il n'avait aucune chance de gagner le prix, mais à la surprise générale, Jirai sort son stylo et répond correctement grâce à sa webologie qui lui fait connaître des tonnes de faits aléatoires. Il répond facilement aux 3 dernières questions et remporte le grand prix. Mais il s'approche ensuite de la peluche et dit qu'il la prendra à la place et la donne à Shifu. Sur le chemin du retour, Kyuki commence à se demander si Jirai n'est pas en fait un type bien et pense qu'elle s'est peut-être inquiétée pour rien. Shifuyu est profondément endormi. Jirai lui demande de rester son ami car lui et tous les autres membres du club de littérature la considèrent comme une camarade et ils ne pourront plus être autant avec elle une fois diplômés. Kyuki répond qu'il n'a pas besoin de lui demander ça car elle restera sa meilleure amie quoi qu'il arrive. Quelques jours plus tard, Jirai fait du shopping pour des mangas et reçoit un appel de Sayumi. Elle l'appelle devant un parc aquatique et lui dit que sa sœur a annulé au dernier moment et qu'elle se sentirait mal à l'aise d'y aller seule avec un billet pour couple. Jirai dit que c'est bon et entre avec elle. Sur ce, ils se séparent devant les vestiaires. Une fois Jirai à l'intérieur, Sagami sort et on comprend que c'est son plan. Il lui dit d'aller enfiler le maillot de bain qu'il lui a préparé, mais elle n'aime pas qu'il la manipule comme une marionnette. Après s'être habillée, elle sort. Il lui dit de faire attention car le maillot devient transparent s'il est mouillé, puis la fait fuir avec un pistolet à eau. Sayumi retrouve ensuite Jirai qui la complimente de se sacrifier pour le fanservice, puis lui demande de l'aider à bien nager. Cependant, la seule chose qui lui importe est de ne pas se faire tremper. Elle active l'Ultra Instinct pour s'assurer d'être au top de sa forme. Il s'échauffe et joue autour de la piscine, traversant divers parcours d'obstacles, mais elle réussit à tous les franchir sans se mouiller, ce qui fait applaudir tout le monde. Mais alors, 2 enfants passent avec un tube à eau et la trempent, la rendant vraiment embarrassée. Elle baisse les yeux et réalise que Sagami mentait à propos de la transparence, puis retourne lui donner un coup de poing. Après ça, elle lui dit qu'elle en a marre d'être sa marionnette, qu'elle va jouer franc jeu maintenant et s'en va. Sagami dit qu'au final, il n'a pas eu ce qu'il voulait et décide d'appeler l'escouade des super pouvoirs à l'aide. Sa partenaire cependant s'avère être la femme qui a échappé à la destruction du groupe F. Après ça, Jirai retourne et retrouve Shifu, et ils passent le reste de la journée normalement en amis à jouer dans la piscine. Plus tard ce soir-là, Tomoyo appelle Jirai et lui demande s'il est libre le lendemain. Elle a 2 billets pour le même parc aquatique en main et c'est clair ce qu'elle veut, mais Jirai lui dit qu'il partira en excursion d'une journée avec sa famille et que ce sera un voyage combiné avec la famille d'Atoko.
Mais après ça, il est libre et lui demande ce qu'elle voulait lui dire, mais elle répond que ce n'était rien d'important et raccroche. Ensuite, elle s'endort et fait un rêve sur sa première rencontre avec Jirai quand ils étaient encore au collège. Il ne savait pas que c'était elle car elle portait une perruque blanche et des lentilles violettes. Il semblait bien plus mature qu'il ne l'est aujourd'hui et elle, une otaku complètement délirante, presque au sommet de son art. Un midi d'hiver, sa chaîne de vélo a cassé. Jirai s'est approché, l'a aidé à réparer et lui a dit d'arrêter de faire sa fan de manga délirante. Mais elle lui a répondu que les fictions existent vraiment, a posé son poing sur son cœur et a affirmé qu'elles sont en nous. Après s'être sentie comme une héroïne d'anime, elle est partie et ce fut leur première interaction. Le lendemain matin, retour à Hakoto qui compte bien avouer ses sentiments à Jirai. Elle choisit un magazine et suit le guide ultime pour déclarer sa flamme à l'élu de son cœur, 69e édition. Elle achète un maillot de bain trop mignon pour la plage, histoire qu'il la remarque un peu plus. Elle change d'attitude, devient plus joyeuse, un peu égoïste et maladroite, car d'après le guide, c'est ce que les garçons adorent. Pendant ce temps, Jirai se demande ce qui lui prend et se fait exploiter par sa sœur, tel le larbin qu'il est. Ensuite, elle l'invite à jouer au beach volley et, accidentellement, lui envoie le ballon en pleine figure, exprès. Pendant que vous vous demandez quelle était cette contradiction, passons à son plan suivant. Le faire lui mettre de la crème solaire, elle s'allonge et l'appelle à l'aide, mais le tube est vide, pas de panique, elle passe au plan B. Elle se lève et lui demande de la poursuivre, mais il refuse, trouvant ça trop gai, et il n'a pas envie de faire son coming out tout de suite. Elle le supplie les larmes aux yeux et le force à la suivre quand même, oubliant qu'elle devait le laisser gagner et ça se transforme en une course-poursuite interminable. Finalement, ils s'arrêtent derrière Tinakart, derrière des rochers, seuls au monde. Elle tente le coup final, le serrer dans ses bras et lui avouer ses sentiments, mais elle s'écroule sur lui, prise de vertige, après toute cette course sous le soleil. Plus tard ce soir-là, elle s'assied avec lui et s'excuse d'avoir été bizarre toute la journée. Elle lui confie qu'elle avait été vraiment méchante avec Tomoyo et qu'elle s'en veut terriblement. Jirai lui répond qu'en tant qu'humain, on est parfois un peu vache, mais que c'est tout à fait normal tant qu'on reconnaît ses erreurs et qu'on essaie de se racheter. Elle lui dit ensuite qu'ils sont amis depuis très très longtemps et lui demande si, même s'ils allaient dans des universités différentes, voire dans d'autres villes, ils cesseraient d'être amis. Jirai la regarde et lui demande si elle se souvient de cette fois où il l'attendait sous la pluie devant chez elle. Il lui dit que dans sa vie, il s'est souvent retrouvé dans de sales draps, mais l'avoir à ses côtés l'a toujours aidé à se relever et à continuer d'avancer. Il lui assure que peu importe la distance ou le temps qui les séparera, elle restera toujours quelqu'un de spécial pour lui et qu'ils ne cesseront jamais d'être des amis proches. En entendant cela, Hatoko se sent soulagée. Il y a bien un petit pincement au cœur de ne pas être sa petite amie, mais être quelqu'un de spécial et de cher à ses yeux la rend déjà heureuse. Elle lui achète ensuite un J-Pass spécial pour être la seule à pouvoir l'appeler Jukun et personne d'autre. Pendant ce temps, Tomoyo décide d'aller seule au parc aquatique. Elle se demande à quel point ça peut être nul d'y aller seule, puis réalise que c'est vraiment triste et passe une journée pourrie. Elle n'a pas non plus réussi à passer le deuxième tour de la compétition et s'en sent vraiment mal. Elle compte en parler à Jirai, mais se sent tout aussi tiraillée entre ses sentiments pour lui et son interaction avec Hatoko. Une nuit, elle reçoit un appel de Jirai qui lui demande de le rejoindre au festival d'été. Elle porte un yukata et tout le tralala, et il décide de lui offrir une gâterie. Elle lui dit qu'il l'a déjà invité la dernière fois, alors cette fois, ils vont s'affronter à un jeu de tir pour le prix, et le perdant paiera. Jirai relève le défi et se prépare à abattre une cible, mais il se fait complètement pulvériser car elle remporte tous ses prix et gagne 4-0. Après avoir bien profité du festival et de tous les stands, il l'emmène dans un endroit isolé et lui demande de commencer à parler. Elle lui demande de quoi il s'agit et il lui dit qu'il sait qu'elle est contrariée et qu'Hakoto lui a raconté qu'elle lui avait fait quelque chose de méchant. En plus de ça, elle l'avait aussi appelé avant son voyage et semblait triste. Après avoir entendu ça, elle réalise qu'Hakoto se sent coupable et elle lui dit alors que ce n'est rien pour lui de s'inquiéter et que c'est une affaire de fille. De plus, elle a aussi la nouvelle de son échec à la compétition et elle s'excuse de l'avoir déçu. Il lui dit qu'il n'y a rien à avoir honte et qu'il est reconnaissant qu'elle ait eu le courage de lui en parler. Elle lui demande s'il ne va pas la consoler et il répond que non, car elle a fait de son mieux et il respecte ça. C'est son droit de se sentir frustré et qu'il est là pour l'écouter. En entendant cela, elle pose sa tête sur sa poitrine et le traite d'idiot. Juste à ce moment-là, les feux d'artifice commencent à éclater et il réalise qu'ils sont à un endroit parfait pour les admirer. En regardant les feux, elle repense à tous les moments passés avec lui, accepte ses sentiments pour lui et dit qu'elle adore ce moment. Pendant que toutes ces bonnes ondes circulent, Mar reçoit une visite inattendue chez elle. Ce n'est autre que Nao, l'ancienne membre du groupe des sourds, et il s'avère qu'elle a la capacité de prendre possession des corps, un peu comme Ino dans Naruto. Elle utilise ses pouvoirs et prend possession du corps de Murray, puis appelle les membres du club de littérature à l'école pour une urgence, alors qu'ils sont tous encore en vacances d'été. Le lendemain, ils se rassemblent tous dans la pièce et l'attendent, sans savoir ce qui va se passer. Soudain, Moray entre dans la pièce en tenant sa main et dit qu'elle est en feu.
Atoko utilise ses pouvoirs pour créer une sphère d'eau, mais à la surprise générale, Morei utilise ses pouvoirs et lui vole l'Over Element. Elle l'utilise ensuite pour créer un jet de flamme mortel et attaque Atoka avec, mais Shifuyu utilise sa capacité pour le bloquer avec un mur de terre. Mireille dit que c'est ce qu'elle voulait et utilise sa capacité pour voler aussi les pouvoirs de Shifuyu, devenant presque une déesse. Juste à ce moment-là, Tomoyo utilise ses pouvoirs pour arrêter le temps. Après avoir lu les instructions de Jirai sur un papier, debout derrière lui, elle les traîne ensuite tous hors de l'école et ils décident de se cacher dans une salle de karaoké. Atoko dit que Mireille était vraiment sérieuse en l'attaquant, mais qu'en même temps, quelque chose clochait chez elle. Jirai intervient et dit que son corps et ses capacités étaient les mêmes, mais sa personnalité semblait différente et qu'il est possible qu'elle soit manipulée ou possédée par quelqu'un qui a aussi des super pouvoirs. Il dit ensuite qu'ils devront lui poser la question eux-mêmes et l'appelle sur le téléphone de Mar. Elle décroche et essaie de parler naturellement, mais Jirai la fait avouer qu'elle n'est pas la vraie Mireille et lui demande si elle veut se rencontrer en personne. Elle accepte et le convoque au club de littérature. Une fois l'appel terminé, on découvre que Sagami est derrière tout ça. Il a fait en sorte que Nao prenne possession du corps de Mirae pour voler leur pouvoir, et en échange d'une histoire divertissante à regarder, il la laissera rejoindre les Fallen Black, même si elle est membre du groupe XF. Elle lui demande quel genre de personnes ils sont, avec des capacités super cheatées, mais qui ne savent rien de la guerre des fées. Et il répond que ça les rend justement encore plus intéressants. De retour dans la salle de karaoké, tout le monde interroge Jirai sur son plan. Il dit qu'il y a un moyen de vaincre Mar et de faire en sorte que celui qui la possède quitte son corps, mais pour cela, il doit utiliser sa capacité évoluée et demander leur permission. Tomoyo est contre, et personne ne veut revivre ce qui s'est passé, mais il affirme que c'est leur seule option et ils finissent bien que tous par accepter. Une fois cela réglé, il se rend seul au club de littérature et dit à tous les autres de se cacher dans l'école et de ne pas sortir, peu importe à quel point Marae le torture. Il entre ensuite dans la pièce qui est connectée à un espace différent créé par World Create. Marae l'attend à l'intérieur et lui demande où sont ses amis, mais il essaie de tourner la conversation à son avantage en utilisant le jutsu le plus cheaté de l'histoire des animés, le Tok no Jutsu, mais à la surprise générale, Marae n'a pas de temps pour ses balivernes et elle utilise World Create pour former deux gants de boxe massifs et l'écrase entre eux. Après ça, elle lui dit que c'est la guerre et qu'elle le torturera jusqu'à ce que ses amis arrivent et commence à l'attaquer avec des sphères d'eau. Jirai dit que le fait qu'elle ne l'ait pas encore tué signifie que le tuer ne lui serait pas bénéfique, ce qui veut dire qu'elle a besoin que ses amis sortent pour qu'elle puisse voler leur pouvoir. Il lui dit alors qu'ils ne viendront pas car il leur a déjà dit de rester cachés même si elle le tue. Morei répond qu'elle va voir ça et lui tire une flèche. Après s'être fait un peu malmener, il retire la flèche comme un vrai dur, la jette et lui dit qu'il est temps pour lui de lui montrer sa capacité évoluée. Cela dit, il commence à chanter du Weebenez et active Dark and Dark, formant une boule de flamme brûlante autour de sa main. Cette fois, c'est vraiment très chaud et il essaie de la frapper avec. Elle se demande ce que c'est que ça et comment sa capacité a changé, mais décide d'y réfléchir plus tard et la lui vole. Cependant, à sa grande surprise, même après l'avoir volée, les flammes ne s'éteignent pas de sa main et elle se demande si elle a échoué. Pour tester, elle met aussi sa propre main en flamme noire. Elle se demande ce qui se passe, mais sa main commence alors à brûler. Jirai se met à rire et lui dit que sa capacité évoluée transforme ses flammes en celle d'un Amaterasu qu'il a volé à Sasuke et Itachi, mais que c'est toujours aussi inutile car ça le met aussi en feu et il n'y a aucun moyen de les éteindre. Il repense au moment où il a éveillé ses pouvoirs évolués pour la première fois en ouvrant un paquet de chips pour Chifuyu. Ils avaient essayé d'éteindre les flammes avec de la glace et du dioxyde de carbone grâce aux pouvoirs de Shifuyu et Atoko, mais ça n'avait pas marché. Au final, Sayumi a fait en sorte que Chifuyu crée une petite guillotine pour lui couper la main en feu, puis a utilisé ses propres pouvoirs pour la restaurer à sa forme originale. Après ça, ils lui ont fait promettre de ne plus jamais utiliser sa capacité évoluée. Avec cette nouvelle information sur sa capacité encore plus inutile, Mireille devient anxieuse et fait de son mieux pour ne pas brûler, mais Jirai lui dit que la seule façon d'y arriver est de rendre leur pouvoir aux autres et de ramener la vraie Mireille. Nao ne supporte plus la douleur et annule son sort, ce qui ramène Mireille à la raison. Elle se réveille avec une main en feu et un pervers minable devant elle, au milieu de nulle part, et commence à paniquer. Mais Jirai la gifle pour la calmer puis la serre dans ses bras. Il lui dit de lui faire confiance et lui demande de rendre leur pouvoir aux autres. Et juste à ce moment-là, ils arrivent tous en courant et leur coupent les deux mains avec les guillotines, puis Sayumi les restaure avec sa capacité. De son côté, Nao appelle ça de la chance de débutant et dit qu'ils ne s'en tireront pas la prochaine fois, mais Sagami répond qu'il n'y aura pas de prochaine fois et pointe Hajime debout derrière eux. Hajime utilise ses pouvoirs et vainc Nao en un instant, la mettant hors de la guerre, puis avertit Sagami. Il lui dit qu'il est allé trop loin avec ses jeux cette fois-ci et qu'il ne doit plus jamais tenter quoi que ce soit contre les enfants vierges, sinon il le mettra aussi hors jeu. Après ça, il s'en va en disant qu'il vaut mieux garder le meilleur combat pour la fin.
De retour chez Mireille, Sayumi lui parle de ce qui s'est passé et elle lui raconte avoir reçu la visite d'une adulte et qu'il est fort probable qu'elle l'ait possédée à ce moment-là. Son esprit réel n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé après avoir été possédée et elle a dormi pendant les 2 derniers jours. Elle dit qu'elle a encore un long chemin à parcourir en tant qu'utilisatrice de pouvoir si quelqu'un peut la contrôler si facilement et la remercie de l'avoir sauvée. Sayumi lui dit que si elle veut remercier quelqu'un, ce devrait être Jirai car c'est lui qui a travaillé le plus dur. Et elle lui demande pourquoi il est allé si loin pour elle. Sayumi dit que Jirai la considère comme une amie, tout comme il considère les autres membres du club de littérature. Et comme il l'a fait pour eux tous, il a aussi beaucoup réfléchi à ses pouvoirs, c'est pourquoi il a pu trouver une solution logique avec un esprit calme. Elle lui dit ensuite que si cela devait se reproduire, elle lui ferait probablement confiance une fois de plus. En entendant cela, Mireille dit qu'il semblerait que même la perfectionniste Sayumi puisse faire des choses folles, et elle la déclare sa rivale en amour. Pendant ce temps, Atoko et Tomoyo sortent acheter des livres ensemble, et Tomoyo lui suggère un excellent ouvrage pour débutants. Elles s'assoient toutes les deux et parlent des mauvaises recommandations de Jirai, et finalement, Tomoyo avoue qu'elle aime Jirai et s'en excuse auprès d'Atoko. Atoko répond que c'est de bonne guerre, qu'elles sont toujours amies et que rien ne changera ça. En plus de ça, elles seront désormais des rivales en amour. Une fois toutes ces histoires réglées, Jirai retrouve Chifuyu un week-end et lui dit de faire attention à ses pouvoirs. Il lui explique que bientôt, ils obtiendront tous leur diplôme et il veut qu'elle se souvienne que les pouvoirs ne sont pas faits pour le mal ni pour le bien. Ce sont des super pouvoirs qui ont l'air cool et c'est tout ce qu'ils ont besoin d'être. Elles ne devraient pas se tracasser davantage avec ça. Après ça, ils se regroupent tous et continuent de leurs vacances d'été. Et c'est ainsi que la première saison de Quand les batailles surnaturelles sont devenues monnaie courante se termine.